L'invité que nous retrouvons maintenant n'est autre que Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Monsieur Lévy. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir sur Cannes en français. Vous êtes actuellement en Israël pour la présentation du film que vous avez dirigé, Pourquoi l'Ukraine, et qui va être diffusé en avant-première par nos collègues d'i24 News, que nous saluons. Racontez-nous qu'est-ce qui dans vos tripes vous a poussé à partir vers cette guerre et surtout qu'est-ce que vous cherchiez à montrer. Ce qui m'a poussé à m'engager, à partir sur le terrain, à filmer, c'est deux choses. C'est un, l'indignation, l'écœurement, le chagrin face aux images qui me parvenaient. Deux, c'est la certitude que quelque chose d'essentiel était en train de se jouer là. Quelque chose d'essentiel pour l'Ukraine, bien sûr, pour l'Europe, pour le monde libre en général et pour la planète peut-être encore plus largement. J'ai passé ma vie, vous savez, à couvrir des guerres oubliées, des guerres dont tout le monde se moquait et dont l'issue, au fond, ne changerait à peu près rien à l'ordre du monde, mais pour lesquels je m'engageais quand même. Là, en Ukraine, c'est l'inverse. Je sentais que l'ordre du monde était en train de se jouer là. Je sentais que quelque chose d'absolument majeur pour les valeurs auxquelles je tiens, auxquelles nous tenons, était en question dans ces charniers, sur ces champs de bataille et sur ces positions. De quelles valeurs vous parlez quand vous parlez de ces valeurs en question ? Le refus du totalitarisme, l'amour de la liberté, les valeurs fondatrices de l'Occident en général, contre eux, ce que représente de plus en plus au fil des années Poutine, c'est-à-dire un mélange étrange d'orthodoxie fanatique, d'alliance avec ce que l'islamisme peut avoir de plus dur, fondé sur une admiration des valeurs de la force, des valeurs prétendument viriles, sur une opposition entre ce que les idéologues du Kremlin appellent les tellurocraties, les idéologies de la terre opposées aux thalassocraties, les idéologies ouvertes vers l'océan et vers la mer. Tout ça, ça compose quelque chose qui, moi, à mon oreille d'intellectuel juif français, rappelle le fascisme. Donc il y a un fascisme à l'œuvre aujourd'hui à Moscou, et puis il y a en face des femmes et des hommes qui ne sont pas des anges, qui ne sont pas exempts de reproches, mais enfin qui mènent un combat antifasciste. Et dans ces cas-là, mon choix est vite fait. Alors justement, est-ce que vous avez trouvé une résistance de la part du peuple ukrainien ? Bien sûr, et c'est ce que j'ai filmé. Vous verrez ce film, c'est 65 minutes qui montrent cela, qui montrent des femmes, des hommes, souvent magnifiques, qui luttent au début à armes très inégales contre un adversaire surpuissant qui est en train de les écraser sous un déluge de bombes et de missiles. Et pour rien, c'est une guerre pour rien. Cette guerre d'invasion déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine, elle n'a aucune raison raisonnable d'aucune sorte. Il n'y avait pas de casus belli avec l'Ukraine, il n'y avait pas de menace pesant sur la Russie, il n'y avait pas d'humiliation naturellement de Poutine. Tout ça, c'était du Alors baratin. pourquoi, selon vous, comment est-ce qu'il justifie aujourd'hui cette invasion par l'éventuelle jonction vers l'OTAN ? C'est pas ça qui a fait Non, la guerre en Ukraine. Bien sûr que non, puisque à l'inverse, l'OTAN, comme vous savez, avait depuis 2008 refusé d'intégrer l'Ukraine. Donc non seulement il n'y avait pas d'éventuelle jonction avec l'OTAN, mais il y avait depuis 2008 la décision de ne pas intégrer l'Ukraine. Moi, je me souviens avoir écrit dans Le Monde avec mon camarade et compagnon de pensée André Glucksmann une tribune où nous demandions l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et on nous avait dit non, à la fois Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Donc non, ce qui a motivé cette guerre cette guerre totale, c'est la haine de ce qu'est l'Ukraine probablement, et puis la haine du type de société qu'elle pourrait incarner. Et ce qui est insupportable à Poutine, c'est à sa frontière
quelque chose qui pourrait ressembler à une démocratie, le modèle d'une société ouverte, le modèle d'un régime politique fondé sur les grandes valeurs libérales. C'est ça. Alors, dans ce film, vous lancez un appel, cette guerre qui dure depuis le 24 février dernier. On a le sentiment qu'on s'y est habitué, c'est horrible à dire. Au début, le monde occidental démocratique s'est mobilisé, et puis maintenant, c'est plus vraiment à l'ordre du jour. Oui, c'est ce que j'appelle dans un papier récent, dans un article récent, la fatigue ukrainienne. C'est pas les Ukrainiens qui sont fatigués, c'est nous, les Occidentaux, qui sommes fatigués de l'Ukraine, parce qu'il y a une espèce de loi atroce dans les démocraties qui s'appelle la versatilité des opinions. Les opinions sont changeantes, elles ont probablement un stock de compassion qui a tendance parfois à s'épuiser, pas toujours naturellement, et c'est la raison pour laquelle il appartient aux femmes et aux hommes de bonne volonté de maintenir la pression, de continuer à sonner le tocsin, de ne pas se lasser de dire que ce qui se passe là en Ukraine est tout simplement inacceptable. Alors qu'est-ce que vous demandez à ces pays que vous appelez à l'aide? Qu'est-ce que vous leur imposez de faire qu'il n'est pas déjà fait? Je ne leur impose rien, mais ce que je leur recommande dans leur propre intérêt, ce que je recommande aux États-Unis, ce que je recommande à l'Europe, ce que je recommande à Israël, c'est dans notre intérêt à tous les trois de continuer d'aider davantage et de permettre à l'Ukraine de parvenir à ce que le président Volodymyr Zelensky appelle la parité des armes. La parité des armes, c'est ce qui fait que la paix reviendra, c'est ce qui fait que les volontés impérialistes de Poutine seront stoppées, et c'est ce qui fait que cette machine totalitaire sera enrayée, en tout cas pour partie. Et selon vous, jusqu'où est capable d'aller Vladimir Poutine s'il n'est pas arrêté ? Jusqu'au point où on l'arrêtera. C'est extrêmement simple. Avec ce genre de personnage, la loi est d'une simplicité radicale. Jusqu'où ira-t-il ? Jusqu'au point où on lui dira tu t'arrêtes. Tant que cet homme et les gens qui raisonnent comme lui ne connaissent que le langage de la force. Et par conséquent, ils déploient leur force tant que cette force n'est pas arrêtée par une force égale. Déjà aujourd'hui, il y a des régions d'Ukraine que j'ai filmées où je suis allé, au nord de Kiev, dans la région d'Odessa, dans la région de Mykolaïev, j'ai filmé tout ça, où Poutine a été stoppé. Jusqu'où il était prêt à aller, jusqu'au bout. Jusqu'à détruire Mykolaïev, jusqu'à noyer Odessa sous les missiles. Il a été arrêté par la force ukrainienne. D'une manière plus générale à l'échelle de l'Ukraine, il ne sera arrêté que si les alliés de l'Ukraine aident celle-ci à lui opposer une force qui le fasse reculer et pourquoi pas capituler. Tout le monde se résigne à l'idée d'un Poutine inarrêtable, d'un Poutine qui n'acceptera jamais de reculer ou de capituler. Mais pourquoi ? Que se passera-t-il le jour où l'Ukraine sera assez forte et assez vaillante, mais cela, elle l'est déjà, pour forcer son armée à reculer, à rendre les armes. Qu'est-ce qui se passera ? Tout Poutine qu'il est, tout musculeux qu'il se veut et qu'il se prétend physiquement, mais surtout moralement, il sera bien obligé de composer et peut-être de capituler. Je crois que pour un occidental, pour un Européen, pour un Israélien, pour un Américain, pour moi c'est la même chose. C'est le seul, du point de vue géopolitique, c'est le seul but de guerre conforme à l'honneur et conforme à notre intérêt. C'est ça. Alors, vous parliez tout à l'heure de fascisme. Vous avez rappelé votre prochaine visite en Israël pour présenter votre film. Vous avez rappelé votre appartenance au peuple juif. Posons, si vous le voulez bien, la question qui en a fâché plus d'un. Comment est-ce que vous vivez la comparaison entre cette guerre en Ukraine et la Shoah ? D'abord, appartenance au peuple juif, ça va sans dire. Bien sûr. Solidarité fondamentale, charnelle avec Israël, ça va sans dire aussi. Et sionisme convaincu. Moi, je suis
je suis un sioniste résolu. Absolument. Et depuis 50 ans. Ce que je dis, c'est que, et ça c'est une chose qui m'a frappé chez tous ceux que j'ai rencontrés, c'est la proximité du point de vue des Ukrainiens entre l'Ukraine et Israël. Les Ukrainiens d'aujourd'hui vivent dans l'admiration de Tsahal, de la pureté des armes de Tsahal, de son éthique de résistance, de sa manière de mener une stratégie et une tactique et de l'héroïsme israélien. J'ai rencontré tant d'Ukrainiens, si vous le saviez, sur les fronts de Kramatorsk, à Borodianka, à Odessa, qui me disaient, lorsque je leur disais qu'ils se conduisaient comme des héros, qui me répondaient: notre modèle d'héroïsme, c'est Israël. Un peuple attaqué, un peuple cerné par des adversaires, et un peuple qui néanmoins se tient debout, campant à l'écart des nations, mais résistant. Ben, les Ukrainiens se voient ainsi. Et c'est ça pour moi ce qui me frappe. Après, bien entendu que rien n'est comparable à la Shoah. Bien entendu que la Shoah bien entendu, je pense profondément que c'est un crime sans précédent et sans succédent. C'est une sorte de singularité monstrueuse dans l'histoire. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit en revanche d'une vraie fraternité des ébranlés entre ce peuple martyrisé d'Ukraine et puis le peuple d'Israël auquel mais alors j'imagine qu'il y a une certaine de fibres de mon être. J'imagine dans ce cas, en fonction de ce que vous nous racontez, qu'il y a une sorte de déception des Ukrainiens envers Israël. Est-ce que les Ukrainiens comprennent l'ambivalence d'Israël par rapport à la flexibilité de manœuvre au-dessus de la Syrie qui fâcherait Vladimir Poutine si jamais il prenait trop à cœur le problème ukrainien, plus en tout cas que cela n'a déjà été fait? Les deux choses sont vraies. Bien sûr qu'il y a une déception et que les Ukrainiens aimeraient que qu'Israël soit bien davantage à leur côté. Et d'ailleurs, c'est bien ça que j'ai l'intention de dire et que je dis déjà en exclusivité chez vous. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que les Ukrainiens savent mieux que quiconque ce que c'est qu'être une nation menacée dans son existence même. Ce que c'est qu'avoir en face de soi, à côté de soi, un adversaire résolu à vous anéantir. Et donc, ils comprennent la position d'Israël. Ils savent bien qu'Israël est face lui-même à une menace existentielle et qu'Israël doit composer avec cela. Voilà. Les deux, à la fois, sont vrais. Oui. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants et de nous avoir présenté ce film « Pourquoi l'Ukraine ?» qui, je le rappelle, sera présenté demain, mardi, avec nos confrères de i24 News. Mercredi, pardon. Mercredi, voilà. Cet appel aux pays d'Europe de rompre ce silence et à très bientôt sur Cannes en français. Merci.